5 faits, 5 histoires que vous n'avez jamais entendues. Aujourd'hui, nous les révélons. Tout sur le plus ancien jeu de société au monde. Qui est le compositeur le plus prolifique de l'histoire ? Comment un petit port est devenu le plus célèbre du monde ? À quoi ressemblait une visite chez le dentiste au 19e siècle et ce que Marco Polo a rapporté de Chine en Italie ? Ce jeu ne nécessite aucun équipement particulier, les règles sont faciles à retenir et presque tout le monde peut y jouer, quel que soit son âge. Tout ce qu'il faut vraiment, c'est une feuille de papier et un crayon, mais même cela n'est pas indispensable. On a joué au morpion dans le sable avec un bâton, un doigt ou même de petits cailloux. Et c'est justement dans cette simplicité que réside sa force. Pas de pièces coûteuses, pas de plateau, pas de cartes, seulement des lignes et des symboles. 2 joueurs, une grille et un duel d'esprit. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que beaucoup pensent que les tout premiers jeux de l'histoire humaine ont été créés de cette façon. Avant l'existence de plateaux complexes et de règles détaillées, les gens se divertissaient en dessinant de simples formes sur le sol et en s'affrontant pour voir qui gagnerait en premier. Le morpion n'est pas seulement un jeu, c'est la preuve que notre besoin de jouer et de rivaliser ne dépend ni de la technologie, ni de l'argent, ni du temps. Il y a des milliers d'années, comme aujourd'hui, il suffisait d'un peu d'espace et d'un peu d'imagination pour s'amuser. C'est peut-être pour cela que le morpion a traversé les siècles, parce que parfois, les choses les plus simples sont aussi les plus durables. Wolfgang Amadeus Mozart est considéré comme l'un des compositeurs les plus prolifiques et les plus doués de l'histoire de la musique. Son génie s'est manifesté dès son plus jeune âge. Il jouait du piano à seulement quelques années et composait de la musique pendant que d'autres enfants apprenaient encore à lire. Tout au long de sa vie, il a créé à un rythme stupéfiant. À l'âge de 35 ans, il avait déjà écrit près d'1 millier d'œuvres musicales, symphonies, opéras, sonates, concertos et musique sacrée. En moyenne, cela signifie qu'il composait une nouvelle œuvre tous les quelques jours. Ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est que beaucoup de ses œuvres sont aujourd'hui considérées comme des chefs-d'œuvre de la musique classique. Ces mélodies sont immédiatement reconnaissables, profondément émouvantes et techniquement parfaites, créées avec une facilité apparente, comme si la musique coulait naturellement à travers lui. La vie de Mozart fut courte, mais son influence est intemporelle. Bien qu'il soit mort jeune, il a laissé un héritage qui continue d'être interprété dans le monde entier. Son histoire prouve que le véritable génie ne se mesure pas à la durée d'une vie, mais à ce qu'elle laisse derrière elle. Rotterdam est l'un des ports les plus impressionnants au monde et un véritable symbole du commerce mondial moderne. Pendant des années, il a été considéré comme le port le plus actif de la planète, traitant environ 300 millions de tonnes de marchandises chaque année. D'immenses pétroliers, porte-conteneurs et géants du fret accostent quotidiennement dans cette ville néerlandaise, reliant l'Europe au reste du monde. Mais Rotterdam n'est pas seulement l'un des ports les plus fréquentés, c'est aussi le plus grand port artificiel du monde, couvrant une superficie d'environ 100 km². Tout un réseau de quais, de canaux, de terminaux et d'entrepôts a été soigneusement conçu pour accueillir les plus grands navires jamais construits. Grâce à ce port, les marchandises venant d'Asie, des Amériques et d'Afrique arrivent directement au cœur de l'Europe, d'où elles sont ensuite transportées par train, camions et barges. À bien des égards, Rotterdam est la principale porte d'entrée de l'économie européenne. Ce qui n'était autrefois qu'un petit village de pêcheurs est aujourd'hui l'un des centres logistiques les plus importants de la planète. Son port montre comment l'organisation humaine, la technologie et les infrastructures peuvent transformer un simple littoral en moteur du commerce mondial. Imagine aller chez le dentiste au 19e siècle. Pas d'électricité, pas d'outils modernes, pas de silence. Les premières fraises dentaires sont apparues aux États-Unis en 1872, mais elles n'étaient pas alimentées par l'électricité. À la place, ces machines fonctionnaient à l'aide d'une pédale, un peu comme les anciennes machines à coudre. Le dentiste actionnait le mécanisme avec un pied, tout en essayant de travailler avec précision dans la bouche du patient d'une main. Le bruit, les vibrations et la lenteur rendaient chaque intervention particulièrement inconfortable. À cette époque, l'anesthésie moderne n'existait pas, ce qui rendait les soins dentaires souvent douloureux et effrayants. Pourtant, ces fraises mécaniques représentaient une avancée technologique majeure par rapport aux outils manuels utilisés auparavant. Aujourd'hui, grâce aux instruments électriques et aux lasers, les soins dentaires sont plus rapides, plus silencieux et presque indolores. Mais ce sont ces premières machines à pédales qui ont posé les bases de la dentisterie moderne et montré jusqu'où la technologie peut nous mener en seulement un siècle.
La légende raconte que l'Italie ne serait peut-être pas la même sans un seul voyage. Marco Polo, le plus célèbre voyageur du Moyen-Âge, né à Venise, a passé des années à parcourir l'Asie et à vivre en Chine. Selon l'histoire, c'est là qu'il aurait découvert quelque chose qui allait plus tard changer la façon de manger de toute l'Europe, les pâtes. D'après la légende, Marco Polo aurait rapporté de Chine la recette des pâtes en Italie. Avant cela, les Européens connaissaient de nombreux types de pain et de bouillies, mais pas la forme d'aliments que nous appelons aujourd'hui les pâtes. Après son retour à Venise, l'idée d'une pâte fine pouvant être séchée et cuite rapidement s'est répandue dans toute la péninsule italienne. Aujourd'hui, les historiens débattent encore de la véracité de cette histoire. Certains affirment que des formes de pâtes existaient déjà en Italie avant Marco Polo. Pourtant, beaucoup s'accordent à dire que son récit a contribué à populariser les pâtes et à les relier au reste du monde. Que la recette ait réellement été empruntée à la Chine ou simplement perfectionnée en Italie, une chose est certaine. De cette rencontre des cultures est né l'un des plats les plus emblématiques de la planète. Si ces faits vous ont plu, abonnez-vous et soutenez les créateurs. À la prochaine épisode, au revoir.